Je pratique un peu le parapente depuis un peu plus de 30 ans. Mon stage de licence, je l'ai fait chez Super. Et t'as jamais quitté Super? Et voilà. Ça fait combien de temps? Ça fait 27 ans. En moyenne par an, en France, il y aura 10 à 12 morts par an. De dire, ok, on va protéger les gens dans certaines situations et on va prendre la main, un peu à l'instar de la voiture, quand la voiture elle freine toute seule. Bienvenue dans la table de Seb, le podcast où on dépasse les limites du business. Aujourd'hui, on va s'envoyer en l'air. On va parler parapente avec Laurent Chiabot de la société Super. Alors juste une petite parenthèse, abonnez-vous, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, comme ça vous permet d'être prévenu quand il y a les prochains épisodes. Bonjour Laurent. Bonjour Sébastien. Merci d'être là. Je t'en prie. Est-ce que je peux te demander déjà de te présenter en quelques mots? Bien sûr. Donc Laurent, j'ai 50 ans. Je suis marié depuis une quinzaine d'années, j'ai 3 beaux enfants, assez jeunes, 4, 9 et 11 ans, donc ils demandent plein d'énergie, et c'est chouette. Et j'habite à côté d'Annecy, un petit village, et je dirige Super depuis une quinzaine d'années, et je pratique un peu le parapente depuis un peu plus de 30 ans, voilà, c'est une de mes passions. Qu'est-ce que tu pourrais me dire de l'enfant qu'était Laurent Chiabot en sa jeunesse? Plein d'énergie. Ouais. T'étais studieux, bon à l'école? J'étais bon à l'école, mais j'aurais été bien que je bosse un peu plus, on va dire. Et j'aimais bien les gens. La relation avec les copains était très importante. T'étais du genre plein de copains? Ouais. Et j'en ai encore aujourd'hui, ouais. 40 ans ou 50 ans après quasiment. Donc ça c'est important pour moi. Et ouais, j'étais plutôt bon élève on va dire, mais voilà, et pas mal de sports, divers et variés. Tu faisais quoi comme sport quand t'étais j'ai fait du foot comme beaucoup de gamins, mais j'étais pas très fort. Et après j'ai fait du sport co, du sport individuel, du VTT en compétition sur la fin. Et puis après je me suis mis au parapente et là ça a un peu switché sur. Voilà. Mais en général pas mal de sport outdoor. Ouais. T'as fait des études? Des études, donc moi je suis originaire de Nice. J'ai fait une partie de ma scolarité à Nice, un BTS informatique industriel, un DUT Tech de Co, et puis derrière licence maîtrise à Annecy, où est maintenant l'IAE. Voilà, pour double compétence on va dire technico-business. Et ensuite, vie active alors du coup? Et ensuite, la dernière année en alternance. Ouais. Voilà. Et c'est là que tu rentres chez Super déjà? Et en fait, j'étais déjà stagiaire chez Super. Ouais. Parce que mon stage de licence, je l'ai fait chez Super, par choix. Je venais d'arriver à Annecy. Et je connaissais Super de renom, je faisais déjà du parapente. J'avais envie de travailler dans cette boîte, enfin de rencontrer, de mettre un pied dans cette entreprise-là. J'étais fan du créateur d'entreprise. Je lisais ses articles avec délectation, ça m'inspirait beaucoup, sa pratique du parapente. Et puis, j'ai un des pionniers. C'est un des pionniers du parapente. Comment il s'appelle déjà? Pierre Bouilloux. Ouais. Voilà. Un des pionniers du vol bivouac. Donc, c'est-à-dire, on part avec son parapente sur le dos, on marche et puis on traverse les montagnes, les Alpes. C'est ce qu'il faisait. Ça me plaisait beaucoup. C'est un type de pratique du parapente qui me plaisait beaucoup. Et puis, j'ai commencé à mettre un pied dans cette entreprise-là en tant que stagiaire. Et puis, j'ai bossé l'été comme job d'été. Et puis, j'en faisais un peu plus. Je restais le soir pour travailler avec le concepteur, et puis ainsi de suite. Et t'as jamais quitté Super? Et voilà. Ça fait combien de temps? Ça fait 27 ans. T'as quel âge aujourd'hui? 50. C'est une histoire de fidélité ou justement une histoire de passion? Je pense que c'est les deux. Moi, je suis, comme je parlais, j'ai encore des amis de maternelle ou d'école élémentaire. Je suis assez fidèle dans la relation, dans ce que je mets en place, parce que je pense que les choses elles se construisent avec le temps aussi. Ouais. Donc voilà, pour moi, c'est important cette notion de durée. Et Super, je suis rentré par passion pour l'activité, par les produits, et puis par l'équipe qui s'occupait de... C'était une petite équipe, hein. Il y avait 10 personnes quand je suis arrivé chez Super. Aujourd'hui, on est un peu plus de 20. Et quand je suis arrivé dans cet environnement-là, j'ai l'impression d'être en famille. Enfin, c'est-à-dire le dimanche soir, j'étais content de retourner lundi au travail pour revoir les gens avec qui j'ai travaillé tous les jours. Et ça, c'était vraiment important pour moi. Donc, il y a de la relation, il y a du passion, il y a la passion pour le sport, pour l'activité en tant que telle. Pour le milieu outdoor en général, par la simplicité du milieu, que ce soit nos clients, les pratiquants, voilà. Et donc ça me plaisait beaucoup. Est-ce que tu as l'impression de travailler?
Oui, quand même. Oui, quand même. Les journées elles sont bien chargées, elles sont variées, mais oui, c'est un choix. Je m'étais fixé. Alors, je m'étais pas dit que je bosserais obligatoirement dans ça, mais je m'étais mis des limites dans quoi je voulais plutôt pas travailler. Et puis là, j'ai, on va dire, eu l'opportunité, et puis j'ai fait en sorte de mettre en place l'environnement et de créer des opportunités pour pouvoir après y travailler au quotidien, quoi. Depuis quand tu fais du parapente? Depuis 91. Alors, j'ai commencé l'année du bac. C'était pas la meilleure chose que j'ai faite. Voilà. Donc t'es aussi un pionnier du parapente? Non, parce que le parapente était déjà dans le parapente. Il a démarré fin des années 70 en France. 78-79. Les premiers là, à vol d'oiseau à 30 km d'ici. Et puis après, ça s'est développé dans les années 80 assez fortement. Donc moi j'arrive début des années 90, c'est déjà bien en place. On a passé la période un peu dangereuse. Parce qu'il y a eu une période un petit peu où le matériel n'était pas... le matériel, il était pas trop il était mis au point assez rapidement, et parce qu'il y a une telle demande qu'il fallait faire fallait répondre à la demande. Et donc, tout n'était pas testé, il y a eu une recherche de performance, et il y a eu une période, deuxième partie des années 80, un petit peu accidentogène. Ça s'est beaucoup amélioré, beaucoup professionnalisé, et ça reste un marché de niche mondial. Nous, on exporte dans 70 pays aujourd'hui, depuis plus de 20 ans. Mais ça reste un marché qui est quand même assez confidentiel, même si on voit plein de parapentes dans la région. Voilà. C'est une spécificité d'ici. C'est une spécificité aux Alpes, parce que en Suisse c'est la même chose. Il y a plusieurs sites comme ça, mais ensuite l'arc alpin, il y a quand même une grosse partie du marché qui se trouve en Europe. Voilà. Donc t'es rentré chez Super, c'était en 97. Ouais, c'est ça. Et première fois. Ah oui, parce qu'on alterne stagiaire, mais stagiaire, tu reviens. T'as fait quel parcours au sein de Super? Raconte-nous un peu tout ton parcours. Je rentre quand j'ai commencé à être salarié, c'est-à-dire j'ai fini l'alternance le vendredi, le lundi j'attaquais en tant que salarié. Et là, une boîte de 10 personnes où t'as déjà la moitié de l'effectif qui est à la R&D. J'étais plutôt à la partie commerce, administration des ventes, j'allais voir les clients sur le terrain. En pleine saison l'après-midi, j'allais donner un coup de main pour faire les cartons et envoyer et livrer les clients. Donc multitâche, ça m'allait très bien. Moi je suis quelqu'un, je suis attiré par les produits, j'aime bien les beaux produits, c'est aussi pour ça que je suis rentré chez Super, parce que c'est une image de qualité, je trouve. Une image de qualité, de pionnier, d'innovation, et ça me plaisait beaucoup. Tu vois, rien que le fait d'utiliser des matériaux de qualité, de chercher vraiment des solutions pour les clients, ça c'était vraiment ce qui me plaisait, ce qui m'attirait. Et puis bosser avec le concepteur, parce que des fois il faut être deux pour qu'il y en ait un qui soit dans la sellette. Historiquement, Super faisait initialement que des sellettes et des accessoires parapente, et ça fait un peu plus de 10 ans, à peine plus de 10 ans qu'on a une offre complète où on a rajouté les ailes à notre offre pour avoir un portefeuille de produits qui couvre toute la partie de l'activité, quoi. Voilà. Ce qui nous différenciait, et on était dans une position un peu, on n'était pas nombreux à faire que les harnais. C'était, je pense, très bien, très intelligent au début d'avoir fait ça. Et après, par contre, on se faisait attaquer de plus en plus sur notre marché. Il fallait se diversifier pour être compétitif avec. On en reparlera effectivement de l'évolution de Super. Mais toi, du coup, ton évolution à toi dans la société, après ces postes-là, plus commerciaux. Moi, j'étais attiré par faire plein de choses différentes. Pas trop attiré par la compta ou la partie administrative, mais la relation client. Donc, je me déplaçais tous les salons à l'étranger, les visites de clients en France et à l'étranger aussi. Sur les produits, un peu de marketing, tu vois, la même journée, je faisais les newsletters, parce qu'à l'époque, les newsletters, j'y faisais moins. Et puis, je faisais pas tout, mais je faisais pas mal de choses. Tu étais touché à tout, quoi. Ouais. Et ça me plaisait bien. Ça correspondait à mon profil. Ce qui m'épate, c'est comment tu rentres stagiaire et tu finis directeur de la côté. Déjà, quand j'étais embauché, le dirigeant de l'époque, qui est toujours un ami aujourd'hui, m'a dit, je t'embauche parce que tu aimes la boîte et t'aimes la marque. Et ce qui était vraiment le cas. J'envisageais même pas une seconde d'aller travailler ailleurs. Et puis après, dans la fidélité, on parlait de la fidélité aussi, sur la marque. Je me suis engagé à cette marque-là, ils m'ont donné la chance d'accéder à ce premier boulot et à m'investir dans ce milieu du parapente. Je ne voyais pas aller travailler après, donc si j'ai des propositions pour d'autres marques, parce que je vais rester avec Super, et puis ça se passait très bien. Voilà. Et donc l'évolution,
il y a une part qui est inhérente à la vie d'entreprise, où moi j'arrive à un moment donné, donc je fais mon chemin, je fais le boulot, et puis après je pousse un peu quand même pour rentrer au capital au bout de 4-5 ans, donc parce que je voulais participer à l'aventure. Voilà, donc c'était vraiment à titre prendre quelques actions pour dire je fais partie de l'équipe. Il y avait 3 actionnaires, donc je me suis dit je fais partie de cette équipe-là. Et puis je me suis investi un peu plus que du simple salariat, normal. Enfin à mes yeux ce qui était normal, ce qui me plaisait aussi. Donc je comptais pas trop les week-ends et voilà, les vacances, mais ça me plaisait. Et puis après, de fil en aiguille, à vouloir m'améliorer, à rechercher à faire un peu plus, à faire bouger, évoluer la boîte, à grandir accompagner la croissance de l'entreprise. Et puis j'ai eu l'opportunité, à un moment, l'ancien gérant a souhaité partir, et puis de reprendre la fonction de gérant. C'est pas le fondateur. Hein. Non, c'était pas le fondateur. Il y avait le fondateur avait pris l'intelligence de prendre un gérant qui était un peu l'homme de l'ombre, directeur commercial, directeur administratif, gérant de PME, qui a bien développé l'entreprise, qui l'a structuré un petit peu quand même au départ, là, ce qui était nécessaire. Et le fondateur, lui, était vraiment design produit, vraiment orienté conception des produits, ça faisait très bien. Et s'étaient répartis les rôles de cette manière-là, et c'était, je pense, très intelligent. Et donc moi, j'étais plus sur la fonction commerce, gestion de la boîte au quotidien, et que j'ai repris, tout en gardant quand même l'œil et la fibre au produit. Donc encore aujourd'hui, j'interviens sur la conception, enfin, c'est pas sur la conception, mais sur la définition des produits, sur le plan de gamme, voilà. Je crois, heureusement que t'as gardé l'œil, parce que je crois qu'en 2011, c'est par là que le fondateur décède. Voilà. Et on avait entre-temps, j'avais quand même renforcé la partie développement produit, parce que pour moi c'est le cœur entreprise, c'est là où on crée la valeur ajoutée la plus forte, et on se différencie de la concurrence. Donc j'avais embauché un profil complètement différent, parce que je voulais vraiment continuer à structurer cette entreprise, l'accompagner, parce que je voyais vraiment une vision long terme. Pour moi j'ai toujours une vision long terme de l'entreprise, donc la faire grandir dans le temps, accepter les hauts et les bas, mais qu'à la fin elle soit quand même en croissance et qu'elle prenne sa place sur le marché. Et donc on a eu quand même une relève à ce moment-là par cette personne-là, qui lui malheureusement décède dans une avalanche 3 ans après avoir été embauché. Ouais. Donc ça c'était un choc d'entreprise, que c'était un pote déjà avant tout. Et puis donc c'était un peu dur. Et en fait l'entreprise elle continue. On a retrouvé des personnes qui sont venues, qui ont intégré l'entreprise pour continuer le développement des produits. Et après on a rajouté la partie conception voile, qui est un autre métier complètement. C'était un autre savoir-faire, d'autres choses. Ouais. Qu'on a venu rajouter d'autres personnes, mais vraiment un autre métier, et on a complété notre offre comme ça. Voilà. Alors je crois que tu es actif aussi dans la filière, parce que j'ai lu que tu avais été vice-président de l'association des fabricants de parapente. Ouais, là je suis président aujourd'hui, depuis 2 ans. Ah d'accord, voilà. Donc t'es toujours bien. J'ai toujours été actif parce que je pense que c'est un tout petit marché, c'est sympa quand même de collaborer, de discuter avec les autres marques, plutôt que de s'engueuler, voilà, même si on est concurrents, et c'est très bien, je suis vraiment pour la concurrence. Et prendre la présidence d'une association comme ça, c'est justement maîtriser un peu ses concurrents ou... Non, pas du tout, je pense pas. Non, c'est quoi qu'est-ce que t'en retires ou... Qu'est-ce que je retire? Je le fais aussi pour l'entreprise, puisque ça donne de la crédibilité à l'entreprise. Ça lui donne une voix au chapitre. Et puis en fait, super, mine de rien, dans ce petit marché, était une des plus anciennes entreprises aujourd'hui. Et aussi une des plus importantes. Donc elle a c'est son mot à dire, elle a une expertise dans son domaine de la conception de set et d'ailes. Et je pense que c'est bien que Super soit représenté à ce niveau-là. Voilà. Ouais. Sur le plan perso, tu l'as dit, t'habites un petit village de Haute-Savoie. Je le connais bien parce que j'ai habité le même, on n'était pas loin d'être voisins, c'est là qu'on s'est connus. Je crois que t'aimes bien les défis. J'ai pas lu que t'avais fait une petite traversée des Alpes en vélo en autonomie, non? Ouais, entre autres, ouais, quelques-unes. Par exemple, quelques-unes même. J'aime bien les défis, ouais, j'aime bien le challenge, mais que ça soit dans la vie perso ou dans le boulot. C'est se dépasser, Non, c'est être confronté à une situation un peu pas ordinaire, donc on pourrait parler d'extraordinaire, où il faut faire preuve un peu d'audace, d'innovation entre guillemets, et puis de courage et d'envie.
Donc, c'est de dépasser un peu ses limites, ou en tout cas ouais, je te donne un exemple, la période Covid, donc qui démarre début mars 2020. Ouais. Nous, c'est le plein lancement de saison. On est déjà dans une situation un peu compliquée l'année d'avant. Et là, je me dis, bon, jusque-là, on avait un petit challenge. Là, on en a un gros. Mais en fait, ça m'a éclaté cette période. J'étais même triste qu'elle s'arrête à un moment. Ouais. Alors quand ça n'a forcément impacté sur le... Ouais, c'est clair. Et je sais que je suis comme ça, donc c'est aussi rassurant parce on sait qu'on est très résilient, c'est super. On traverse des difficultés, bon, comme toutes les entreprises. Hein. On a traversé des moments compliqués. La perte de notre collaborateur, voilà, c'en est une. Ouais. Et on a toujours on a toujours su rebondir, repartir avec quand même une bonne cohésion. Et ça, c'est, je trouve, une force qui est inhérente, enfin, qui fait partie de l'entreprise, de l'entreprise. Et bon, voilà. Donc je suis fier, mais je me dis, on est comme ça, c'est nous. Et bon. Donc oui, les challenges, j'aime bien. C'est ça qui te motive et qui te fait avancer. Entre autres. Si on met le focus un peu sur Super, un peu plus, donc la société a été créée en 82, je crois. C'est ça. Donc elle a 43 ans. Vous êtes numéro 1 sur votre marché ou pas? Alors on est toujours numéro 1 sur le marché des sellettes, qui est le cœur historique de l'entreprise. C'est quoi une sellette? Une sellette, c'est le siège dans lequel on est assis pour voler. Donc c'est quoi la différence avec un harnais d'escalade, par exemple? Au départ, en fait, les sellettes de parapente, ça ressemblait beaucoup à des harnais d'escalade. C'était des grosses sangles, voilà, avec un bout de planchette, une planchette de balançoire, tu vois. Ouais. Et là, aujourd'hui, c'est un vrai siège. Il y a même des enveloppes extérieures pour améliorer l'aérodynamisme. Et donc c'est pas juste pour avoir chaud. En fait, non. Et il y a des protections. Enfin, c'est vraiment ça a été optimisé. Et il y a aussi une diversification. Enfin, pas une diversification, mais il y a une adaptation des sellettes à chaque discipline. Dans le parapente, le marché vol, donc on va chercher le poids. T'as la compétition de distance, on va chercher plutôt la performance aérodynamique, le confort, parce qu'on vole plusieurs heures par jour. Ou t'as le matériel pour le biplace, le matériel pour l'enseignement. Donc il y a une segmentation de l'offre qui s'est faite. Et tant mieux. Donc super. Sur ce marché-là, on a encore notre leadership. Et sur la partie voile, comme on est peut-être parmi les derniers entrants sur le marché des ailes, ça fait à peine 10 ans, voilà, il faut faire sa place. On est connu via les sellettes, mais les gens, la légitimité sur les ailes, on l'acquiert d'année en année, mais voilà, ça met du temps, et ce qui est complètement compréhensible. Et voilà, donc on a encore pas mal de chemin à faire sur la partie des ailes. Donc la sellette, c'est vraiment le siège dans lequel on est assis, et qui est relié à l'aile. Et on intègre en plus quelque chose qui se voit pas, mais c'est un parachute de secours, un ou deux parachutes de secours, en cas de pépin, en cas de problème. Ça, c'est fabrication Super aussi. C'est design Super. Ouais. Donc on a vraiment la conception, on est vraiment une boîte produit. Moi, c'est ce qui m'a plu, c'est ce qui m'a fait venir chez Super aussi. C'est des gens orientés produits avant de faire du marketing, voilà. Et vraiment, on réfléchit produit. Une grosse partie d'effectifs des entreprises travaillent sur les produits, au développement. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Diversification, donc on a parlé de parachute de secours, d'ailes. Il y a d'autres projets. Tu veux équiper le parapentiste complètement, son casque, ses lunettes. Alors aujourd'hui, on a aussi les casques. On a une gamme d'accessoires. Ouais. Voilà. Vraiment, on reste sur le parapente. On reste sur le marché du parapente. On fait pas autre chose pour l'instant, même si on a on a des réflexions en cours. Et puis là, depuis maintenant 5 ans, on travaille sur un projet très innovant, toujours en parapente, pour amener de la sécurité. On va revenir dessus. Et du plaisir. Ça, j'ai envie de creuser un petit peu le sujet. Ouais. Ça, c'est en parallèle. On y reviendra. Super, aujourd'hui, t'as dit c'est une vingtaine d'employés. Ouais, c'est ça. Combien à la R&D? 9 à la R&D. Ouais. Et donc le reste, c'est vente sur le terrain. Ouais, on a un service commerce, marketing et qualité aussi. On a 2 personnes à la qualité, parce qu'on contrôle tous nos produits unitairement en France. Ça, c'est quelque chose avant qu'il soit envoyé au client. Ouais, exactement. Ouais. Tu veux bien nous partager quelques chiffres, chiffre d'affaires Alors, le chiffre d'affaires, l'année dernière, on est aux alentours de 5 millions et demi. On est monté à 8 millions il y a 3 ans. On a eu un effet post-Covid avec... Ça a été des bonnes années pour tout le secteur, je crois. On en a discuté déjà. Le sport auto en général, voilà. Et bon là, donc les années, on va dire 23-24. En plus 24 impacté par la météo qui est mauvaise dans toute l'Europe. Donc on a un impact assez important. Et puis une correction de la
on va dire suréquipement des années 21-22. Les gens gardent combien de temps c'est variable, c'est assez variable, mais on va dire de 3 à 9 ans, avec une moyenne autour de 4 à 5 ans. Donc effectivement, si on vend bien en 2023, il y a un an ou deux derrière, on vend moins, quoi. Exactement. Voilà. D'accord. Ça se redresse, là, ça repart. Il fait beau, en tout cas, il fait chaud. Voilà. Il fait beau. On a des marchés sur lesquels c'est encore un peu frileux, comme l'Allemagne, étonnamment. On va dire que la France est le plus gros marché au monde avec l'Allemagne. Ouais. Il y a la Suisse derrière, avec l'Autriche. Donc l'arc alpin. Et en Allemagne, c'est un peu, on va dire, mou cette année. En France, c'est meilleur que l'année dernière. C'est assez dynamique, il fait beau, on a des bonnes conditions, donc ça facilite aussi. On lève les yeux et on voit que ça va dans ce moment. Voilà. Et il y a aussi cette envie aussi, parce qu'il y a des gens qui étaient assez frustrés de pas pouvoir pratiquer autant qu'ils auraient envie, quoi. Ton circuit de vente aujourd'hui, il est organisé comment? Tu vends à qui? Alors on vend depuis très longtemps uniquement en B2B, c'est-à-dire qu'on travaille uniquement avec un réseau de revendeurs qui sont soit des boutiques de parapente vraiment spécialisées, on travaille pas des revendeurs généralistes, soit des écoles de parapente. Donc on les équipe en matériel pour l'enseignement et elles font aussi de la revente en parallèle, voilà, à leurs clients qui sont là. Et ça c'est en France. On a une filiale de distribution en Suisse qui a le même circuit derrière, une filiale de distribution en Allemagne, pareil, qui travaille avec des revendeurs et des écoles, Allemagne-Autriche. Et puis après, à l'export, on est soit avec des distributeurs, soit comme par exemple au Japon, on a un importateur qui lui gère toute sa distribution. C'est un pays avec bien différent, loin, voilà, avec faut avoir des connaissances du pays, du marché que nous on n'a pas. Donc là, on s'appuie complètement sur lui. Et après, aux États-Unis, par exemple, on a 25 revendeurs et 1 à 2 distributeurs dans le pays. Je crois qu'à un moment de l'histoire de Super, vous avez racheté une société qui s'appelle Gradiant. C'est ça. On a racheté Gradiant Alors, elle faisait quoi déjà, cette société? 2017. Cette société, c'était une marque, on va dire, concurrente de Super, qui nous distribuait sur la partie sellette en République tchèque. C'était une marque qui avait été créée fin des années 90 par un ancien champion de parapente, donc basé à Prague, avec leur propre production, dans la campagne tchèque, avec des beaux produits, sérieux, qualité. Et donc on discutait bien régulièrement avec le dirigeant. Et puis un jour il m'a approché et il cherchait à vendre. Il voyait qu'on était en train de prendre pied sur le marché des ailes. Et lui, il savait que nous on était au bon endroit. On était en Annecy, basé à Annecy. On mettait en place les choses. Enfin, c'est texto, c'est ce qu'il m'avait dit au niveau market, commerce. On avait pendant longtemps et peut-être encore maintenant, on avait un réseau de distribution qui était le plus développé de tout le marché. Et il dit, je vais jamais pouvoir être aussi fort que vous. Ouais. Et donc demain, c'est vous qui allez être devant. Vous commencez à faire des ailes. Eux, ils avaient un outil de production. Ça m'intéressait. Ils faisaient des ailes aussi? Ouais. Et ils faisaient que des ailes, en fait. Ah oui, ils faisaient que des ailes. On leur fabriquait des... Distribuaient vos sellettes. Et on leur faisait des sellettes sous essence. Vous voyez arriver voilà. Et donc, moi, ça m'intéressait le côté d'avoir deux marques positionnées un petit peu différemment. On était plutôt sur des produits de qualité, sur les deux marques. Mais, ils étaient forts dans certains pays, à l'export, où nous, on était moins présents. Je pense au Brésil, je pense à l'Inde, sur des marchés différents. Et ça m'intéresse aussi d'avoir, de compléter, de renforcer notre présence internationale. Et la production m'intéressait aussi. Donc on a commencé à produire. Alors c'est une marque qui était un peu vieillissante parce que il était un peu au bout de souffle le dirigeant. Et il fallait la redynamiser. On a essayé. Donc c'était lui qui était le concepteur également. Donc quand il est parti, on a eu une transition. Il avait pris un concepteur, mais qui était c'est long d'apprendre à faire des parapentes, ça prend beaucoup de temps. Et on n'a pas eu les produits tout de suite, on va dire percutants et pour renouveler la gamme. Donc ça nous a un peu pénalisé. Et puis nous, on n'a pas su relancer, même si on a quand même investi. On a embauché des gens en France, à l'étranger. On s'est appuyé sur la filiale en Suisse et en Allemagne pour redévelopper la marque et la pousser. Ça a marché, mais pas suffisamment. Donc, à un moment, on a même commencé à produire des ailes Super dans l'usine Gradiant. Donc, on produisait les deux marques en parallèle. On avait investi dans un nouveau local 4 fois plus grand, adapté pour faire la production, la confection. Vraiment, c'était chouette. Et ça, c'était 2019. Et 2020, c'était déjà assez compliqué en 2019. On avait fait un petit bout de restructuration, optimisé un petit peu.
Moi, j'allais régulièrement, enfin tous les mois, j'étais sur place pour travailler avec les équipes. Et puis, on n'a pas su relancer la marque comme on l'aurait aimé. Et il y a un moment, 2020 arrive. Alors, eux, très présents sur des marchés, Inde, Népal, Nouvelle-Zélande, Brésil, où le tourisme est important. Et qui veut dire tourisme dans des pays comme ça, veut dire biplace, enfin matériel biplace, biplaceur, vol tandem. Et donc ils étaient très bons commercialement ces pays-là. Et ces pays-là, tout s'est arrêté du jour au lendemain. Et il y a eu zéro aide, il y a eu rien. Donc ça s'est effondré les ventes complètement. Et donc on a dû fermer. Donc la marque n'existe plus aujourd'hui. La marque existe parce qu'on a gardé le nom, la propriété. On l'a racheté, mais la marque n'existe plus. Là. Et on a dû arrêter de démarrer un jour. Je sais pas encore, c'est en réflexion. Ouais. Ça serait bien, même pour les gens qui ont participé à l'aventure pendant 25 ans, qui ont bossé là-dessus. C'était vraiment dur humainement. D'aller voir les gens et leur dire bon, enfin, ils le voyaient bien, j'étais tenu au courant, ils voyaient bien les ventes, ils étaient au courant de tout, la différence d'avant. Et puis voilà, et mea culpa, et dire on n'a pas su faire, on n'a pas su relancer, et voilà, donc on est contraint d'arrêter, quoi. Ouais. Alors dur effectivement ce moment humainement au terrain. Ouais. Question au moment où vous rachetez la marque, comment ça se passe dans tes équipes, la culture d'entreprise, est-ce qu'elle bouge, est-ce qu'ils craignent tiens on va racheter une autre boîte, qu'est-ce qui va se passer Donc pareil, même question chez les gens de Gradion. Je peux comprendre. Jusqu'à temps que ça se fasse, on n'a pas tenu les équipes informées. Donc et quand ça s'est fait, j'ai annoncé ça à toute l'équipe, voilà. Avec toutes les perspectives positives. Parce que si on l'a fait, c'est parce qu'on pensait qu'il y avait des perspectives positives. C'est vrai que vu d'un employé en France, il se dit on rachète une boîte à Prague, mon boulot va partir là-bas. Quoi. Ouais, alors nous c'était très clair, la stratégie c'était vraiment de garder les deux marques. Ouais. Pas indépendantes, mais voilà, avoir des synergies, par exemple sur la production, des synergies sur la distribution, comme on avait fait les filiales distribuées, super, et Gradian. Donc quelque part, les coûts fixes, on les amortissait en ayant un volume d'affaires qui était plus important. Donc je pense pas que cette crainte elle ait été au début. J'imagine qu'il y en a une. Il y a toujours quelques minutes au moins. Forcément. Et après, quand ils ont vu comment ça marchait, qu'on a embauché en interne, mais des gens fléchés, Gradian ou Super, c'était séparé. Ça a été, je pense, en France, du moins, on a rassuré les gens et leur montrer vers quoi on voulait aller. Parce qu'on avait quand même une stratégie qui était assez claire, de développer les deux marques. Et j'ai raconté la même histoire aux équipes en République tchèque. On sait pas raconter, on sait pas très autrement. Donc on était très transparents. Ils sont passés d'un mode de management pyramidal au possible, où la chef d'atelier qui gérait son équipe de 50 personnes était au courant d'à peu près pas grand-chose. Moi je partageais tout, les chiffres, les ventes du mois précédent, les problèmes qualité, vers où on voulait aller. Et donc ça a été étonnamment, c'est une surprise pour eux. Donc le changement pour eux, il était beaucoup plus important. Et je leur ai raconté la même histoire, c'est-à-dire quelle était la stratégie avec cette marque-là, et avec Super, et qu'est-ce qu'on voulait faire. Et ils ont vu la dynamique qu'on mettait, parce qu'on a quand même mis de l'énergie. Leur achat d'un nouveau bâtiment, faire des travaux, investir dans de nouvelles machines, pour leur dire on va construire des deux belles marques. Ils étaient attachés à Gradian, ce qui était normal. Tu démontres une volonté. Ouais. Et ils étaient attachés à leur marque, parce que il y a beaucoup de gens, ça faisait longtemps qu'ils travaillaient là. Et je voulais pas dire non, on fait une croix sur Gradian, surtout pas. On l'avait racheté, on l'avait payé. Et on pensait que cette stratégie de marque était intéressante. Et il y a un moment, on arrête. C'est dur, ouais. Il fallait annoncer aux équipes, même si elles sentaient, voyaient bien que ça allait se rendre bien compte. Je suis toujours en contact avec certaines personnes. Je pense qu'elles ont vu qu'on était honnête et qu'on a fait le maximum pour la faire fonctionner, qu'on n'a pas réussi, qu'on a échoué nous de notre côté. Et que c'est triste, mais ça fait partie c'était la première croissance externe dans le parapente. C'est le premier achat d'une marque par une autre, ouais. Et depuis, il n'y a pas eu d'autres. Ouais. Peut-être que ça peut-être pas rassuré certains. Mais c'était une histoire propre et ça s'est fait. De toute manière, la marque, elle n'aurait pas survécu au Covid en tant que tel. Et deux, elle était sur le déclin et le créateur, il était à bout de souffle et elle se serait éteinte. Je suis pas en train de chercher des excuses du tout.
J'aurais bien aimé écrire une autre histoire avec cette marque-là. J'aurais bien continué à aller à Prague tous les mois. Et c'est un beau pays avec des belles personnes. Bon, voilà. On a appris. Tu parles d'humain, de relations humaines, ça va être dur humainement. Tu te définirais comment en tant que dirigeant, manager? C'est quoi ton style? Mon style, c'est d'avoir été déjà salarié pendant pas mal d'années. Ça change les choses, ça. Pendant à peu près 15 ans. Donc je sais ce que c'est être salarié, d'avoir un chef, voilà. Et d'être passé dirigeant, des fois, j'essaie de me mettre à la place du salarié, ou des salariés en général. La relation humaine, pour moi, elle est primordiale. Voilà, c'est quelque chose. C'est aussi pour ça que je suis dans une PME. J'ai besoin de ça. Je ne voyais pas du tout. J'ai fait des stages chez Salomon, dans d'autres grosses boîtes, et je me trouvais pas à ma place. Trop gros pour moi. Même si j'aurais, je pense, appris plein de choses. Et l'ancien gérant, avant de me prendre, me dit va travailler dans une grosse boîte pour te former, pour te confronter, voilà. Et j'avais pas envie. Mais avec le recul, je me dis il avait raison. J'aurais dû me forger cette expérience-là. Bon, c'est comme ça. Je l'ai pas faite. Et aujourd'hui, l'humain a une grande place chez Super. C'est dans le pyramidal chez Super ou non, contrairement? J'en rigole quand je fais l'organigramme parce que moi, voilà, je suis pas au milieu et puis j'ai des équipes. Moi, je pars et à chaque fois quand je communique, depuis le début, j'ai repris, on est tous dans le même bateau. On fait avancer le bateau, on a un cap, on sait où on va. Et on est tous là ensemble et il faut que tout marche. Donc, et tout le monde a son importance. Et pour moi, j'ai fait des expés, j'ai fait des colis. L'expédition, ouais. Des expéditions, les mois quand j'étais étudiant, voilà. Et donc je sais que si le colis part pas, on facture pas le client, donc on fait pas de chiffre d'affaires, donc voilà. Et j'ai bossé à la conception, mais vraiment en tant qu'aide concepteur, hein, je n'étais pas concepteur. S'il y a pas de concepteur, il n'y a pas de produit, il n'y a rien à vendre. S'il y a pas personne qui facture, voilà, c'est personne qui répond au téléphone, prend les commandes des clients. Enfin, chaque poste a son importance. Et pour moi, c'est vraiment, c'est tellement évident. Voilà. Donc je fais attention à ça. Et c'est aussi pas évident d'avoir commencé stagiaire et d'évoluer vers le poste de dirigeant. Pourquoi? Le positionnement, alors la légitimité, je pense que je l'ai parce que quand je discute avec quelqu'un aujourd'hui qui est aux expéditions ou qui est là, je connais son poste. Je connais le poste à l'époque, même s'il a évolué aussi, hein, donc faut faire attention, faut pas dire je faisais ça, mais bon, c'était il y a 15 ans. Non, je dis pas ça, mais voilà, il sait que je suis passé par là, il connaît aussi les contraintes du poste, voilà, ses difficultés. J'essaie de m'en rappeler aussi, parce qu'on a tendance à oublier certaines choses des fois. Mais du coup, quelle difficulté alors dans le positionnement ou dans le positionnement, c'est avoir la confiance en soi pour se dire ok, aujourd'hui c'est moi qui dirige et puis voilà. Des fois c'est pas évident de prendre cette place là. Syndrome de l'imposteur alors quelque part. Oui. Ouais. On l'a souvent. On l'a fait radio. Alors ça fait une transition avec la question que je vais te poser après. Souvent les dirigeants, il y a une certaine solitude. Parce qu'un dirigeant, il y en a qu'un au final, et puis on a une grosse responsabilité, on prend des engagements forts et on a des employés qui comptent sur nous. Là, tu mêles ça, on le dit, avec un petit peu potentiellement un syndrome de l'imposteur. Comment tu t'organises? Qu'est-ce que tu fais justement pour rompre cette solitude, pour aller te former, pour récupérer des idées à droite à gauche? Alors, donc ce manque de confiance, il est là depuis... on parlait de Laurent tout petit, voilà, il est là depuis très longtemps. Je travaille dessus, j'essaie de le faire progresser. Mais ce qui me permet aussi d'être un peu, des fois, de garder un peu d'humilité et de... Voilà. Parce qu'une qualité, moi je pense, pour un dirigeant aussi, d'être humble. C'est une qualité et ça t'amène... qui peut être aussi un défaut dans certaines situations. Voilà. Quand j'ai repris, parce que quand je suis rentré Super, j'ai jamais visé de dire un jour je serai dirigeant de cette entreprise-là, je serai l'actionnaire, et puis voilà. C'était pas du tout comme ça que je voyais les choses. Moi, j'étais content de travailler dans une équipe avec des gens et de participer à l'aventure. Voilà. Ouais. Bon, j'ai eu cette chance-là et j'ai fait aussi en sorte d'y arriver quelque part parce que j'étais volontaire, je voulais faire bouger la stratégie. Je pensais qu'on prenait pas des fois faisait pas les bons choix stratégiques ou autres. Donc finalement, à un moment, je dis ok, maintenant ça dépend de toi, faut y aller. Donc dès le début, je me suis appuyé sur l'ancien gérant. Donc je te téléphone au début tous les jours avec lui, puis après un peu moins. On se voit encore. Je lui fais part de mes choix. Quand j'ai des interrogations, je lui
soumet, même si ça fait 15 ans qu'il est plus en entreprise. Il a apporté, il a développé, il aime toujours, il me connaît bien. Et moi, c'est important de pouvoir échanger avec quelqu'un qui a eu, on va dire, une fonction d'égal à égal. Donc c'était pour moi rassurant, confortant, ou des fois ça me remettait un peu, ça me permettait de voir les choses un peu différemment sur un autre angle. Donc c'était très bien. Assez rapidement, j'ai fait appel à des consultants extérieurs à l'entreprise. Donc c'était pas du tout quelque chose qui était habituel à l'entreprise. C'est rare dans les PME d'ailleurs. Ouais, mais c'est aussi ce que je leur reprochais à l'époque, c'était on sait comment il faut faire. Ok, je suis entièrement d'accord dans le milieu du parapente, sur le marché, les produits, ça, notre expertise. C'est notre métier. C'est notre métier, on sait faire. Bon, par contre, sur certains points, aller se challenger, se benchmarker, regarder comment font d'autres entreprises dans d'autres domaines, pas s'éloigner d'une autre, je pense que c'est important. Justement, dans l'idée de progresser. Pas de cette idée de croissance, c'est pour moi l'important, de croissance, grandir, voilà. Ouais. Et ça, c'était pas du tout dans l'ADN de l'entreprise, et je l'ai mis en place au fur et à mesure. Ça m'a apporté du bien perso, ça a apporté du bien à l'entreprise, ça a permis de structurer l'entreprise, parce que tu passes pas 3 millions quand je l'ai reprise à 8 millions, c'est pas tout à fait les mêmes, c'est plus tout à fait les mêmes entreprises. Par le nombre de collaborateurs, par le nombre de produits que tu vends, voilà. Ça m'a aussi joué des tours avec des consultants, un consultant en particulier qui a pas joué son rôle de consultant, de conseil. Quand je dis consultant, c'est conseil, de conseil de père de famille qu'il aurait dû avoir. Qu'est-ce que c'est passé? Il a pris une place. Je lui ai laissé, pardon. J'en suis entièrement responsable. Je lui ai laissé une place qu'il n'aurait pas dû avoir dans l'entreprise. Et il m'a amené à prendre des décisions, notamment la croissance externe, je l'ai faite avec lui. C'est quelqu'un qui avait fait plus de 20 croissances externes quand il était chef d'entreprise. Je me dis, il a fait, moi j'ai jamais fait, il sait faire. Il y a eu des échecs et des réussites, mais ça me plaisait aussi ce côté-là. Donc je m'appuyais sur lui et texto, j'avais dit, je la fais que si tu m'accompagnes, sinon j'y vais pas. Voilà. Mes associés étaient complètement en phase avec moi pour dire, ok, on fait cette croissance externe, on pense que c'est bien pour Super, c'est bien pour la dynamique. Donc il m'a accompagné et en fait on n'était pas prêt, on n'était pas mûr, on n'avait pas la solidité financière et organisationnelle pour faire cette croissance externe. Même si stratégiquement parlant, elle était, tout le monde reconnaît que c'était un bon choix. C'était un bon choix, ça a pu dynamiser et ça a eu des effets positifs comme sur Super. Et à la fin, tout n'est pas négatif. Même si on a fermé et mis des gens sur le carreau, ça c'est quand même le côté négatif. Mais Super a appris des choses, a perdu de l'argent, et ça fait partie de l'entreprise. Et donc là, son rôle, il n'a pas été vraiment de conseil. Donc j'ai mis un terme forcément à la mission, assez brutalement. Mais voilà, quand j'ai pris conscience de ça, et là, quand on parlait d'ailleurs du manque de confiance, clairement, si j'avais plus confiance en moi avant, j'aurais dû dire il est pas à sa place et il m'accompagne pas comme il aurait dû. Et j'aurais dû faire. Donc ça a des avantages de pas avoir trop confiance en soi pour être un peu plus humble et voilà, écouter ce qui se passe autour. Et ça a des inconvénients où je suis pas reposé, j'ai fait confiance à cette personne-là. Et certains m'ont dit il a abusé de ta confiance. Bon, je lui ai laissé la possibilité de abuser de ma confiance. Voilà. J'ai appris, j'ai essayé de pas reproduire, et je continue à appuyer sur des gens et aller chercher des compétences à l'extérieur pour faire grandir l'entreprise, pour faire grandir l'équipe, et faire grandir l'entreprise en général, et moi le premier. Donc là, je suis un accompagnement depuis 8 mois sur différents domaines. C'est challengeant, j'ai du coaching perso, ça me remue, ça m'oblige à sortir de ma zone de confort, faire des choses que j'aime pas trop, mettre des process en place, mettre des routines en place. Un peu, ouais, mais comme souvent le coaching, je pense que on n'y va pas que pour entendre des choses agréables et voilà. Mais c'est aussi dans l'envie de progresser et de faire progresser l'entreprise. Et quand je dis l'entreprise, c'est l'ensemble des gens qui ça rejoint cette idée d'humilité dont tu parlais tout à l'heure, quelque part, parce que beaucoup de dirigeants finalement n'ont pas l'humilité de se dire je vais me faire accompagner et je vais grandir. C'est ce que quand j'ai été accompagné assez rapidement là, quand j'ai pris les consultants pour faire grandir l'entreprise, mais que ça soit surtout sur la qualité, sur l'organisation, sur la partie supply chain,
finance, un peu tout. J'ai même des banquiers qui m'ont dit qui étaient, ça les rassurait de voir qu'un dirigeant, même s'il était là depuis 15 ans, se faisait accompagner par des personnes externes. Et alors, étonnamment, c'était mal vu dans l'interne. Quoi? Parce que les gens, en fait, on va chercher les compétences extérieures, mais on a toutes les compétences en interne. Jalousie, alors. Ou ils auraient voulu une promotion. Non, ils auraient voulu dire qu'on fasse. Et c'est là aussi, c'est pas évident. Et je m'y suis pas super bien pris. J'essaie de faire attention maintenant quand je fais appel à un consultant externe. Mais je vais chercher des ressources ou des compétences, ou quand dans une entreprise, tu as une moyenne d'âge de 35 ans. Bon. Tu sais que t'as pas la compétence ou Pas obligatoirement la compétence, tu peux l'avoir, mais t'as pas l'expérience et le regard de quelqu'un qui a 50 balais, qui a vu le film pendant 20 ans et qui est dans un domaine particulier, dans une activité précise. Ouais. Et c'est plutôt pour les faire grandir, et ça, c'est plutôt perçu pas très positivement. Et puis on a eu ces écueils qui, du coup, et ça, je peux complètement le comprendre, qui freinent un peu quand j'arrive avec une nouvelle personne. Et pourtant, vraiment, je leur fais comprendre que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Voilà. Les employés restent longtemps chez Super? En général, oui. Ouais. Et quelque part, c'est aussi ça, le fait de prendre un consultant extérieur, c'est d'avoir un œil extérieur qui a vu d'autres entreprises. C'est mon point de vue. C'est ce que j'essaie de, pas de faire comprendre. Mais souvent, la compétence, comme tu dis, on l'a en interne, mais c'est l'œil extérieur qu'on n'a pas. Et puis se faire challenger. On a des process, ok, mais si on les challenge pas, normalement, ils peuvent être caducs ou le gérant va tenir meilleur que nous. Ouais. Et aujourd'hui, moi, c'est pas ce qui me surprend, mais ce que je constate, c'est qu'à l'époque, je te disais, je faisais une newsletter le matin, j'avais préparé les cartons l'après-midi et on était leader du marché. Aujourd'hui, c'est plus moi qui fais une newsletter, heureusement. Donc en fait, il y a une spécialisation dans chaque domaine, que ça soit sur la partie supply, appro, gestion des stocks, sur la partie marketing, voilà. Ça devient très pointu dans chaque domaine. En commerce, le dirigeant ne peut pas tout faire. Et aujourd'hui, ce qui est compliqué du coup dans une petite boîte où, mine de rien, t'es que 20, donc t'as la moitié d'effectif qui est sur la R&D. Et l'autre, faut qu'elle fasse un peu tout. Et même dans la R&D, il faut des gens très bons dans leur domaine. Donc, je trouve que pour les petites entreprises, qui s'est complexifié, c'est qu'il faut monter le niveau d'expertise dans chaque activité de l'entreprise, quoi, dans chaque domaine de l'entreprise. Et c'est pour ça que je fais appel à des gens. Un coup sur le marketing, un coup sur la partie supply, pour mettre en place des process qu'on n'avait pas, et puis pour cranter sur ce domaine-là, parce que de toute façon, le reste de nos concurrents vont cranter, mais ils ont les mêmes difficultés, parce qu'on fait à peu près tous la même taille. Donc on est tous confrontés, mais aujourd'hui, c'est sûr que des fois, c'est bien d'aller voir dans des structures plus processées, plus structurées, de voir comment ça fonctionne, pour s'en inspirer. Voilà. Tu rencontres d'autres dirigeants, tu vas pas forcément benchmarker ta société, mais en tout cas te rafraîchir l'esprit avec d'autres dirigeants, puis aller choper des petites idées à droite à gauche dans d'autres sociétés. Je pense que ça c'est une de mes qualités, de pas rester seul, parce que tu parles de la solitude du dirigeant, c'est clair que voilà, il y a des fois où on se sent quand même bien seul dans les décisions, dans les choix qu'il faut faire, en se disant on n'est pas certain, donc voilà, il y a des doutes qui se mettent en place, et du coup d'échanger avec des pairs dans d'autres domaines. Donc j'ai fait partie d'associations, et je fais encore partie d'associations de chefs d'entreprise. Et au début, je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir, quelle va être ma plus-value, ma valeur ajoutée dans ces groupes de chefs d'entreprise qui ont tous 20 ans de boîte, qui ont tous 15 ans plus que moi. Là, ça va être, je voyais encore le petit Laurent, tu vois, qui se dit, je vais pas être légitime. Et en fait, t'aperçois que même différentes tailles d'entreprise, on a à peu près tous les mêmes problématiques dans différents domaines, et d'échanger. Moi, j'ai retiré plein de choses, et j'ai pu même faire part de mon expérience, et j'ai eu des expériences que finalement certains chefs d'entreprise dans d'autres boîtes plus importantes n'ont pas eu ou n'auront jamais. Et je me dis bon, finalement, j'arrive à apporter quelque chose au groupe, et j'ai pu bénéficier du groupe aussi. Donc, je partage beaucoup. Et pour moi, c'est primordial aujourd'hui. Je fais partie d'une association commune avec toi, mais et d'autres cercles de dirigeants où effectivement, comme tu le dis, on en retire beaucoup pour nous, mais on apporte aussi aux autres. Quoi. Et nos échecs comme nos réussites finalement servent à tout le monde. Ouais. Et c'est bien que ça circule. J'ai oublié de te poser une question. La R&D.
Ça marche comment? Parce que vous faites des dessins, vous faites des designs avec des logiciels 3D, tout ça. Il y a une question qui m'intéresse quand même à la fin. Le prototype, c'est qui le teste là? C'est qui s'envoie en l'air avec un parapente dont on sait pas s'il marche bien? Ah on a un pilote de test pour les ailes. Ouais. Alors les ailes, on va dire que c'est quand même plus sensible que les sellettes. C'est-à-dire qu'une aile, quand on la dessine sur l'ordinateur, la conception est différente, que ce soit les sellettes ou les parapentes ou les ailes. Bah, la sellette, tu peux la tester sur une balançoire, quoi. Voilà, exactement, la test en interne, et puis on sait que le harnais il tient, et voilà. Tu tombes pas de haut si tu tombes, quoi. Voilà. Mais il y a pas de problème là. Sur les ailes, c'est plus compliqué, donc là, la conception on se fait par ordinateur, parce que le logiciel est vraiment dédié, spécifique. Et quand on reçoit le produit, à un moment, faut aller se mettre en l'air. Faut y aller. Donc on fait avant des gonflages et on se rend compte comment se comporte la voile. Et après, on fait ça en milieu sécurisé, c'est-à-dire au-dessus de l'eau, avec la sécurité. On a 2 parachutes de secours. Le pilote de test, il a une expérience importante. Et d'où la présence aussi à Annecy, avec le lac d'Annecy. Annecy, on est pas loin aussi de Villeneuve, au bout du lac Léman, où il y a un centre, un laboratoire qui homologue les voiles, mais et qui nous permet d'avoir un milieu sécurisé aussi. Ouais. Et puis d'échanger avec d'autres, avec des pairs. Et donc voilà, donc ça c'est la partie conception et la partie R&D qui est assez passionnante. On part d'une feuille blanche, on définit un cahier des charges et puis à la fin t'as un produit qui est sur les étagères, qui correspond à ce que tu recherchais et c'est complexe et qui a la qualité requise. Et mine de rien, je reviens à ce que tu disais, mais c'est clair que c'est des métiers où on engage l'intégrité physique. C'est-à-dire que c'est pas juste un sac à dos où il faut que le produit il se comporte bien. Donc voilà. Et il y a on a mis en place des process pour la sécurité en interne parce que c'est primordial. Voilà. C'est avant tout la sécurité. C'est votre image, j'imagine, parce que Super a toujours, je fais pas de parapente, je mets un peu le pied dedans tout doucement. On a longuement discuté, il va falloir que j'accélère, mais Super, je vous connais déjà depuis longtemps, avant même d'aller vers le parapente. Je sais pas pourquoi, c'est parce que on est vers Annecy et que vous êtes là, mais pour moi, j'ai toujours vu une image tu parlais d'innovation, je le savais pas, parce que j'étais pas dedans, mais j'ai toujours vu une image de qualité, par contre. Ça, ce que je te dis dès le début, tu vois, avec le choix des matériaux qui étaient faits, avec la construction qui était faite, c'était de la qualité. Et tu disais tout à l'heure, vous faites un contrôle qualité de tout ce qui sort. Là, ici, on a un contrôle unitaire de chaque sellette. Parce qu'on a eu des écueils, parce qu'on a eu des soucis, et du coup, voilà, le parapente, c'est un loisir. Les gens, ils font du parapente pour le loisir. Faut pas qu'ils aillent se faire mal. Et il faut que les produits, ils leur procurent du plaisir, parce que c'est un loisir, et qu'ils fassent au maximum de sécurité. Et on grandit avec certains écueils, certains problèmes qu'on a eus, qui nous font qui nous obligent, on va dire, à améliorer, à progresser. Et pour nous, la sécurité, c'est un des axes stratégiques de l'entreprise depuis quelques années. Vraiment. Tout en gardant le côté de plaisir, puisque on fait du parapente pour prendre du plaisir en vol, quoi. Voilà. Justement, innovation, sécurité, je crois que vous avez une petite innovation qui sort bientôt. On travaille dessus, ça a pris un peu de retard, comme c'est on va dire un gros projet, c'est un produit innovant sur lequel on a déposé les brevets. On travaille dessus depuis 6 ans, c'est un budget d'investissement conséquent. 6 ans de R&D, j'imagine. Ouais, avec une personne, un ingénieur dédié à ça. On s'appuie sur des ressources externes aussi pour certaines spécificités sur du développement électronique et la programmation. Et on lève des contraintes auxquelles personne s'est attaché jusqu'à aujourd'hui en parapente. Donc c'est pas simple, c'est engageant, mais c'est ce qui motive aujourd'hui moi. Enfin, pas aujourd'hui, mais depuis quelques années. Voilà, d'essayer d'amener au milieu du parapente, au marché, plus de sécurité pour les pilotes. C'est vraiment ce qui m'anime, ce qui me donne beaucoup de chance dans mon travail et vers quoi j'ai envie qu'on aille, quoi. Tout en regardant, on fait un produit sympa à voler, plaisant, et avec de la sécurité, avec de l'électronique, avec des choses qui ont été jamais vues dans le parapente, tout en restant très simple, parce que le parapente, c'est la manière la plus simple de voler aujourd'hui, et il faut que ça le reste, à mon sens. Donc vraiment, on travaille dans cette direction-là, quoi. Voilà. Tu parles de sécurité pour le vol. Effectivement, tu peux nous en dire un peu plus. C'est quoi ce produit qui va sortir du coup? Alors moi, c'est assez simple sur le développement du projet. Je suis à l'initiative. Alors c'est pas moi qui le pilote aujourd'hui et qui développe le produit. Mais t'es le visionnaire.
Ouais, bah alors dans l'idée, c'est de me dire, bon, ça fait longtemps que je fais du parapente, mes gamins, ils en font avec moi et ils ont envie, ils me l'ont encore dit il y a 2 jours, qu'ils aimeraient bien se mettre au parapente. Donc ça met un peu de pression quand t'es papa et que tu travailles dans le parapente et qu'ils du coup ils vont être peut-être amenés à faire du parapente par eux-mêmes. Ça me réjouit d'un côté, le T'aimerais bien un peu stress. du matériel, pas comme les années 80, quoi. Voilà, et ça reste un sport. Alors je suis pas du tout contre la notion de risque. Voilà, que ce soit de VTT, n'importe quel sport, il y a un risque. Je voudrais le limiter au maximum. Donc j'ai fait un constat, on va dire, en moyenne par an, en France, il y a 10 à 12 morts par an. Sur une activité où il y a en France 20 000 pilotes, 20 à 25 000 pilotes. En Europe, il y en a 60 000. Mais bon, en Europe, c'est 50 morts par an. C'est beaucoup. Plus les accidents graves où les gens restent... Oui, où ils sont pas morts, mais... Ils sont pas morts, ou ils restent handicapés. Et ça, pour moi, c'est... Enfin, tu pars faire un loisir, tu rentres pas à la maison, tu rentres dans un fauteuil. Enfin, c'est pour moi difficilement concevable. Même si la notion de risque, je suis l'alpinisme à côté, je fais d'autres sports où le risque, il est présent, tu l'acceptes, mais je vais pas faire ce sport pour le risque. Voilà, l'idée, c'est quand même de rentrer à la maison, voir mes gamins le soir, ou le lendemain. Et donc, je suis parti de ce constat-là, et j'ai dit, ça me motive vraiment. Si on pouvait amener quelque chose, il y a des marques qui sont vraiment orientées sur la performance, sortir les produits les plus rapides, voilà. Moi, c'est pas ce qui m'anime le plus. J'aime bien la compétition, mais sur cet aspect-là du parapente, c'est le côté plaisant, découverte, voilà. Et vraiment, je dis, on va travailler sur cet aspect sécurité. Et je suis parti d'un constat tout simple. J'ai pris les statistiques de la fédération. J'ai regardé, j'ai pu analyser parce qu'ils ont une étude des causes des accidents. Ah, je l'ai vu. Donc, je suis allé regarder les causes des accidents, étudier ça sur plusieurs années et dire, OK, on pourra apporter une réponse. On pourrait diminuer le nombre d'accidents et de blessés graves ou de morts en travaillant sur des solutions de certaines phases de vol. Donc, ça fait 6 ans qu'on développe. Et donc là, il faut analyser les phases de vol. Il faut, il y a déjà, la base, c'est avoir un produit sûr, fiable, même hors domaine de vol. C'est-à-dire qu'on trouve des situations un peu compliquées, que la voile, elle soit pas malsaine, on va dire. On appelle ça malsaine, voilà, qu'elle reste quand même volable. Donc, on travaille là-dessus. Et en parallèle, on amène une solution technologique que j'ai voulu absolument transparente pour le pilote. Voilà, on fait du parapente, on fait pas de l'aviation. Je fais de l'aviation à côté. Il y a plein de boutons, on a des GPS, on a plein de cadrans. C'est sympa. Et c'est plaisant, j'aime bien aussi. Mais là, c'est du parapente, c'est simple. Quand je vole en parapente, j'ai un petit Vario, téléphone qui sert de GPS, et puis... On est là pour regarder le paysage, pas... Ouais, profiter, prendre du plaisir, réfléchir. C'est plutôt une activité, voilà, il faut quand même réfléchir pas mal. Et voilà, on regarde autour de nous et profiter. Et donc, on est parti de ce constat et de cette ambition de dire, OK, on va protéger les gens dans certaines situations et on va prendre la main, un peu à l'instar de la voiture, quand la voiture, elle freine toute seule. Tu vas piloter à la place du pilote. Alors, on va pas piloter à la place du pilote, mais on va reconnaître des situations de vol, des phases de vol qui sont accidentogènes. Ouais. On informe le pilote. Si le pilote ne fait rien, on prend la main. Et on ouvre une poche qui libère le parachute de secours. Donc on a c'est un ensemble complet là. Donc c'est innovant parce qu'il a fallu réfléchir. Un ensemble complet, c'est la voile, sellette, parachute. La voile est connectée à la sellette. Il y a l'électronique dans la voile, il y a l'électronique dans la sellette. Ah ouais. Il y a de la mécanique. Il y a de la double sécurité. On n'est pas en aviation, mais on a voulu maximiser les chances que ça marche. Donc on a des choses redondantes. Dans le système et on prend la main. Donc ça c'est la grosse nouveauté, c'est que si le pilote ne réagit pas, on prend la main à sa place. Et mon idée c'est de dire il faut qu'on limite s'il est dans cette phase de vol là, s'il fait rien, phase de vol, c'est l'autorotation, c'est une fermeture de la voile. C'est une fermeture, c'est la voile qui se replie un peu. Voilà, qui va se replier. Alors un peu c'est pas très grave. Quand c'est important, généralement ça va t'entraîner à faire une rotation. Et cette rotation-là, si elle est pas arrêtée, ça peut aller jusqu'au sol. Et donc, l'idée, c'est de... Qu'est-ce qu'on fait pour l'arrêter, normalement? Qu'est-ce qu'on fait? On pilote, on contre à la sellette, on bouge dans notre sellette pour reporter le poids du corps sur la partie qui vole et avoir le temps de rouvrir l'autre partie. Donc, elle va se regonfler parce que les voiles, elles sont homologuées, elles sont testées. Ces phases de vol, elles sont connues. Ouais.
Mais si le pilote fait rien, alors c'est des phases de vol qui sont quand même assez stressantes. Ouais, parce que tu prends des jets, en fait. On prend un peu de jet, c'est impressionnant, et puis selon la hauteur sol, des fois, on a différentes typologies de pilotes. On a des pilotes aguerris qui se disent, je vais savoir gérer la situation, je vais me battre avec, et puis je vais essayer de sortir par moi-même. Puis il y a des pilotes qui sont panique et qui bougent plus. Qui paniquent, c'est peut-être un grand mot, mais qui sont frisés, il se passe plus rien, et c'est fréquent, et qui font plus aucune action, ni même de tirer le parachute de secours. C'est-à-dire que les accidents qu'on a, si les gens avaient tiré le parachute de secours, ils s'en seraient sortis normalement, et il y a aucune action. Donc on se dit, c'est pour ça qu'on se dit, mais il faut qu'on prenne la main pour libérer ce parachute de secours, quoi. C'est comme l'airbag. Il y a eu dans le temps, il y a eu plus de 20 ans, il y a eu une marque qui a développé un système qui venait une cartouche de gaz que tu actionnais et ça venait gonfler un gros airbag autour de toi. C'était top. Tu limites l'impact, donc tu limites l'énergie sur le pilote en cas de choc. Et ça n'a pas fonctionné parce qu'en fait les gens pensaient pas à tirer dessus. Dans la voiture, tu tires pas sur ton airbag. Tu sais pas toi qui déclenche ton airbag parce que ça marcherait pas. C'est la voiture qui le fait. Oui, il faudra être très rapide en voiture. Il faudra être rapide. Voilà. Et en plus, tu penserais pas parce que t'as peur, parce que t'es sidéré, parce que... Tu penses d'abord à ton frein avant de... Et tu penses... le cerveau, Donc nous, on veut prendre la main. Et l'idée, c'est de limiter l'impact. Parce que quand on va lâcher le parachute de secours, c'est quand même une action importante qui est... il n'y a pas de retour en arrière. On peut pas dire, tiens, on annule, parce qu'on libère pas notre parapente. Donc on lâche le parachute de secours et une fois qu'on est sur le parachute de secours, même s'il est dirigeable, on sait pas trop où on va aller, s'il y a du vent, on peut arriver fort sur le sol. Si le sol c'est une belle prairie en herbe, en pente, on va pas se faire mal. Si c'est des cailloux avec des blocs de rochers, on peut quand même se faire mal. On peut se faire mal, mais l'idée c'est quand même de réduire la force d'impact sur le pilote pour limiter les conséquences. Voilà. Donc si le gars, moi je suis complètement ok pour dire le gars il va rentrer à la maison avec un plâtre ou deux, mais il rentre à la maison. C'était mon axe, je suis focalisé là-dessus, c'était mon objectif. Et parce que avoir un plâtre ou deux, tu peux te péter le bras au basket ou au foot et c'est acceptable. Bon, ce qu'il est pas, c'est de pas rentrer, quoi. Ah, c'est une petite révolution quand même, je crois ça. Dans le marché, les retours tu t'es présenté la première fois quand on a diffusé il y a quelques mois, j'ai trouvé ça une révolution. Il y a personne n'en parle, personne ne le fait. Ouais, et parce que les autres marques, quand on a présenté les dernières Coupe Picard, il y a des marques qui m'ont dit j'ai un des concepteurs d'une grande marque qui m'a dit c'est l'avenir. Ouais. Voilà. Et d'autres se sont dit nous on n'a pas passé le cap de prendre la main sur le pilote. Et il y aura peut-être des effets délétères. Peut-être que des fois ça va se déclencher, j'espère pas, mais ça risque d'arriver de se déclencher pas quand il faudra. Mais si on sauve 5 ou 10 personnes chaque année et qu'on a un incident, une ouverture intempestive, Pour le coup, l'ouverture intempestive, il n'y a pas grand risque. Au moment où je vole à côté d'une falaise et puis... mais t'as quand même un risque. Mais après, c'est là où le dirigeant, il prend sa place et dit, ok, je l'assume. Tu sauves 5 vies pour avoir carré de gens. Voilà, c'est bénéfice. C'est sûr. Et je le porte complètement, et j'ai défendu, mais ça a été dur de pousser le projet en interne au début. Ouais. J'étais un peu seul à ramer, à dire regardez, ça va être top, on va faire ça. Les gens ils ne croyaient pas trop. Parce qu'on fait les choses comme on sait les faire. Et... Voilà, c'est rassurant. Ouais. On continue comme avant. Et il faut continuer à faire tout ce qu'on faisait comme avant, tout en progressant. Mais là, c'est aller un peu plus loin. Et oui, on se met en danger, on a des choses qu'on n'a jamais faites, ça n'existe pas. Et puis il faut tout inventer, et voilà, donc... Moi, en tout cas, ça m'anime aujourd'hui, quoi. Je me dis, si demain j'ai sauvé une personne, et j'ai fait le boulot. Enfin, j'ai laissé quelque chose au parapente, et puis voilà. Alors, quand tu m'en as parlé la première fois, moi j'ai une autre réflexion aussi. Alors la sécurité, c'est bien, et c'est pour ça que tu le fais. Et moi, je me suis dit, j'aimerais me mettre un peu plus au parapente, et puis j'ai une petite barrière de la sécurité justement, à me dire non, j'ai des enfants, j'ai une société, j'ai pas envie de laisser tout le monde en plan, quoi. Et j'ai l'impression qu'aussi, au-delà de l'aspect juste réduire le nombre de morts ou réduire le nombre d'accidents, t'as aussi une possibilité d'aller chercher des clients que t'as pas aujourd'hui, non? Clairement, aujourd'hui, notre marché, il est restreint, et il y a plein de gens comme toi qui hésitent à venir à la discipline, exactement, à l'activité, parce que voilà, pour la notion par rapport au risque. Et je me dis qu'avec ça, parce que là, c'est un premier produit, bien sûr qu'on a déjà réfléchi à développer ça et à l'étendre à
pas l'ensemble de la gamme, mais quasiment, et à le perfectionner, et à l'améliorer. Et il y aura toujours des morts en parapente. On fait pas une garantie, la promesse c'est pas de sauver tout le monde, c'est pas possible. Mais par contre, c'est de sauver le maximum de gens et permettre à des gens qui hésitaient de venir à la discipline, d'y accéder avec un peu plus de sérénité. Voilà, c'est un peu l'ambition. Mais pour moi, c'est plutôt la phase 2. C'est quand je dis, tiens, il y a un système qui existe, mais comme dans le parachutisme, il y a un système qui existe dans le parachutisme sportif, qui a été développé dans les années 70-80 de tête, parce que ils sont aperçus qu'il y a des accidents, des gens qui faisaient une syncope en sautant de l'avion et qui voient jamais leur parachute, et ça allait jusqu'en bas. Bon, forcément, ça se finit pas très bien. Et ils ont mis en place au point un petit système qui vient libérer automatiquement ton parachute de secours. Quelque chose donne de mettre à bon la Voilà, exactement. Et donc, aujourd'hui, c'est obligatoire en France. Tu sautes pas si t'as pas ce système-là. Donc, c'est devenu un must. Et peut-être que demain, je suis pas spécialement poussé par l'envie que ça devienne une obligation. Mais ça pourrait être pas mal pour ton business, non? Bien, si je regarde avec la casquette de chef d'entreprise, je me dis, ouais, ça, c'est une bonne idée. C'est pas ce que je souhaite pour le parapente. Le parapente, c'est vraiment, vol libre. Il y a une notion de liberté. C'est fin des années 70 et 68 arcs. On dit, on fait du vol libre. Ça reste libre. C'est le rendement, ouais, c'est voilà. Et c'est important. Et j'adhère à ces valeurs-là. Ça me va bien. Si j'ai envie d'aller voler juste avec ma petite sellette, ma petite voile et sans casque et sans gants, voilà, je m'assume. C'est ta Je responsabilité. prends ma responsabilité de le faire. Par contre, si on peut améliorer le niveau de sécurité des gens qui sont OK et que ça reste simple, que ça reste avec l'ADN du parapente, ça me va aussi. Bah écoute, c'est chouette. Moi, je trouve ça génial. Voilà. C'est une révolution. Imagine, je te donne un super pouvoir. T'as le droit de changer quelque chose dans tout ton parcours. Tu changes quoi? Oh, question piège. Question piège. Je sais pas, moi, tous les jours, je me dis que j'ai de la chance d'être là où je suis parce que c'était même pas prévu quand je suis rentré à Super. J'ai la chance de mettre un pied dans cette entreprise, de rencontrer des gens exceptionnels. La première année où j'étais à Super, je voyais débarquer des alpinistes de renom que je connaissais dans les magazines. J'étais en ligne tous les jours avec des clients de bout de la planète. Et qu'avec des gens passionnés de parapente. J'ai dit, mais c'est trop bien. J'étais trop content. Et je travaillais avec quelqu'un que j'admirais et qui était à l'origine de cette boîte-là. Et voilà, c'était vraiment un kiff complet. Changer quelque chose aujourd'hui, ouais, il y a peut-être beaucoup des choses à changer. Je sais pas. Moi, j'aime bien apprendre et progresser. Je pense que t'apprends aussi des erreurs. Voilà, si tu fais pas d'erreurs, voilà, il y en a qui sont un peu plus difficiles que d'autres. Quand ça impacte d'autres gens, d'autres vies que la tienne, c'est toujours un peu difficile. Le fait de fermer gradient, par exemple, ou d'arrêter avec des gens, de devoir arrêter avec des gens, c'est jamais très agréable. Et c'est pas, quand t'es chez l'entreprise, t'as plutôt envie de créer, de développer, que de dire, il faut réduire, il faut arrêter. Ça, c'est assez dur. Mais ça fait partie aussi des fonctions de chef d'entreprise que j'accepte, parce que t'as pas que les bons côtés, il faut accepter ça vient avec le package, tous les côtés. Et je trouve que c'est ce qui est beau aussi. C'est comme dans l'aventure, hein, quand tout va bien. Les gens qui font le tour du monde en bateau, en solitaire, ils ont des galères, ils ont des moments de joie et d'extase, et ils auraient peut-être pas ces moments d'extase s'il y avait pas ces moments de difficulté. Et je crois à ça. Donc quelque chose de différent aujourd'hui. Peut-être la relation avec avec le créateur de la boîte, avec dans son départ, qui aurait peut-être été géré différemment, ça aurait été peut-être plus sympa. Mais sinon, non, content. Content, ça fait un peu, je suis content. Je suis content. Non, c'est pas, je suis content. Il y aurait plein de choses à faire différemment, mais je me dis, de toute façon, je vais pas revenir en arrière, mais si j'ai la possibilité, je sais pas. Le résultat est pas mal quand même, je pense. Pour voir l'image de Super, pour voir la boîte. Ouais, c'est pas mal. La boîte, elle est toujours là. Il n'y en a plus beaucoup de l'âge de Super aujourd'hui sur le marché. Je pense qu'on doit être 3-4, même pas. Donc ça, c'est quelque chose dont je suis très fier. Et j'ai envie qu'elle dure encore très longtemps. Et j'ai envie qu'elle se développe et qu'elle soit toujours là dans 50 ans. Ça me ferait très plaisir. Et puis, et voilà. Si tu avais un conseil à donner à un dirigeant qui nous écoute, qu'est-ce qui a été le game changer dans ton parcours? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un dirigeant? Toute humilité. Toute humilité. Des game changers, j'en vois pas vraiment. Je pense que moi, j'aimais l'entreprise, j'aimais les gens avec qui je travaillais, j'aimais le milieu dans lequel j'étais.
c'est important, je pense aussi. Parce qu'au début, quand je suis arrivé voir des clients, la première fois que j'allais en tournée, j'ai fait des zéro légitimité, hein, j'étais ni moniteur de parapente, ni champion du monde, enfin voilà. Et en fait, j'ai créé une relation avec eux, qui aujourd'hui encore, là, je suis passé chez certains clients, Habitat Barbier à la maison. J'ai créé une relation avec eux, mais dans la durée, tu vois, toujours pareil, on parle de durée, voilà, les choses se créent dans le temps. Un conseil comme ça, bah moi je pense que je suis entier, je suis quelqu'un d'honnête et j'aime bien les gens. Et je pense que ça se ressent. Et les choses elles se créent dans la durée. Ça revient beaucoup, et je pense que c'est peut-être ça le conseil de la fin, c'est de s'inscrire dans la durée, d'inscrire son entreprise dans la durée, c'est peut-être un truc. Mais à tous les niveaux, on a des fournisseurs qui ont travaillé depuis 40 ans. Ouais. Et quand t'as des périodes un peu difficiles, tu te dis j'ai besoin d'un coup de main, bah ils sont là. Parce qu'ils savent que ça fait 40 ans que tu bosses avec, et t'es pas parti chez le mec qui prend le produit 10 centimes de moins. Et tu dis je fais un choix parce que voilà, et pour moi c'est important. C'est pas primordial, mais c'est important, ça fait partie de la relation dans le business. Et s'entourer, c'est pas mal. S'entourer, mais garder la distance nécessaire et le recul suffisant pour se dire ok, il est là pour m'aider, mais est-ce qu'il joue bien son rôle de conseil? Est-ce qu'il est là pour m'aider? Est-ce qu'il est là pour aider l'entreprise? Donc bien veiller à ça. C'est aujourd'hui auquel je fais attention un peu plus qu'avant. Et puis s'appuyer sur les équipes, s'appuyer peut-être un peu plus sur les équipes, les faire grandir. J'aurais à refaire, je ferais sûrement différemment parce que j'ai toute l'expérience de ces années précédentes. Mais s'appuyer un peu plus sur eux pour construire quelque chose. Voilà. Très bien. Merci Laurent. Merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Si ça vous a plu, petit rappel, vous pouvez vous abonner. Donc Apple Podcast, Spotify, YouTube. Et puis, écoute, je souhaite longue vie encore à Super. Merci bien. Just a boy who can sing for real.